On en serait justement à cette approche traditionnelle qu'on a dans les congrès de ce qu'on appelle témoins, ces rapporteurs, ces gens qui sont disponibles, présents assidûment tout au long du congrès pour devoir nous faire une petite synthèse, leur synthèse, soit dit en passant, leur vision, leurs choses. Alors, nous avons deux personnes qui vont venir présenter. Je vous présente immédiatement. Elle est présidente de l'Association canadienne pour la formation en travail social et elle est professeure aussi de l'École de travail social de Renison University College. Mesdames et messieurs, Suzanne Cadel. Bonjour. Je voudrais commencer par reconnaître le territoire sur lequel on se trouve. C'est le territoire traditionnel des Mohawks. Et je trouve que c'est très important de reconnaître ce territoire. Donc, on nous a demandé tous les deux de faire des réflexions de ce qu'on a vu, de ce qui nous réunit et ce qui nous sépare. Et donc, je me présente un petit peu plus pour me situer. Et quand je peux... Oh. Excusez-moi. Quand je peux, je vais citer les auteurs des commentaires. Merci. Mais je ne peux pas tout le temps. Donc, je m'excuse si je vous cite et je ne donne pas votre nom. Donc, je suis prof à Renison qui se trouve à Waterloo, en Ontario, au Canada. Et en vue de la vulnérabilité de qui je suis, je vous dis aussi que je suis mariée avec un Français qui est de Dijon. Et je suis mère de 3 enfants, une fille, un garçon et un enfant qui se présente sans genre, qui a 18 ans, qui aime dire que ça ne marche pas en français. En anglais, c'est they. Vous avez du travail à faire en français pour eux. Donc, un genre ninja. Et je veux vous dire aussi que je fais de la recherche dans la croissance post-traumatique. Et après le panel ce matin, je voudrais dire que je ne situe pas ça simplement individuellement, mais je situe ça vraiment de façon communautaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des expériences, quelqu'un a des expériences bouleversantes, il peut y avoir des traumatismes, et on sait très bien qu'il n'y a pas toujours des traumatismes. Et il peut y avoir aussi de la croissance, des changements positifs parmi les changements négatifs. Mais ce que je veux souligner là-dedans, c'est que je crois et je reconnais que les changements positifs et négatifs restent ensemble et durent ensemble. Et c'est une tension et un paradoxe que je tiens à souligner et qui forme mes idées un peu de ce que j'ai vu parmi ce congrès. Donc la première chose qui m'a frappée, qui nous réunit, c'est le mouvement et le désir de l'action. Que ce soit la pédagogie-action, que ce soit la recherche-action, on cherche toujours à ne pas rester en théorie, pas rester à la philosophie, mais aller à l'action. Et je trouve que c'est très important. Et une autre chose qui est très mêlée avec ça, c'est la reconnaissance de la vulnérabilité des populations. Et qui sait ces populations? Il suffit de regarder le programme, c'est beaucoup de populations, beaucoup de gens, et ça varie énormément selon nos contextes. Mais une autre chose qui nous relie en identifiant ces populations, c'est le fait qu'on réfléchit à notre langue et on réfléchit aux mots qu'on choisit. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai assisté à une présentation sur des personnes, des femmes en fait,
qui ont des incapacités, et on a enchaîné un débat, une conversation vis-à-vis de l'handicap, vis-à-vis d'une personne avec l'incapacité, une personne vivant avec des incapacités, des personnes qui ont des capacités variables. Donc vous voyez, il y a plusieurs termes, il y en a encore d'autres, pour désigner des personnes, et on réfléchit à ça et on cherche toujours à trouver le mot juste, mais les langues évoluent et c'est très important qu'on continue à regarder ça et qu'on cherche toujours à utiliser nos mots pour le pouvoir, pour soutenir les autres et non pas pour les diminuer. Donc ça m'amène à quelque chose qui est spécifique au Canada, dont vous avez entendu pas mal parler, et j'ai assisté à plusieurs conférences où on en a beaucoup parlé. C'est les peuples qu'on appelle parfois les autochtones, parfois les indigènes. Là aussi, il y a une petite discussion sur le nom correct, mais le terme que je n'ai pas entendu, c'est l'île de la Tortue. Nous sommes ici sur l'île de la Tortue, c'est le nom qui était désigné à cette terre avant l'arrivée des colonisateurs. Et j'ai vu des gens, d'ailleurs, qui cherchent à comprendre notre situation au Canada et à faire des liens à leur pays et essayer de comprendre. Mais je pense que on est dans une discussion au Canada et surtout dans le travail social. Et j'entends aussi qu'on est peut-être légèrement plus avancé dans la partie anglophone que la partie francophone. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec ça, mais c'est un thème que j'ai entendu. Mais on arrive à reconnaître qu'il faut se dire qu'on est des colonisateurs et des colonisatrices, et c'est pas quelque chose qui est facile à dire, et surtout, ce n'est pas quelque chose facile à vivre, et c'est très difficile à enseigner à nos étudiants sans les mettre toujours, sans les figer de peur de faire peur aux autres. Si vous entendez ces choses pour la première fois, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui habitent au Canada qui entendent tout ça pour la première fois aussi. Donc, on est en train de le découvrir, et vous qui n'êtes pas d'ici, vous êtes en train de voir quelque chose qui évolue. Mais il y a tellement d'injustice. L'image qui est à l'écran, je remercie Angélique Doriac pour cette image. Ça montre quelqu'un qui lutte contre le fait qu'il y a eu des centaines de morts, de femmes disparues, de femmes meurtrières, sans qu'on ait fait une enquête. Et on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une enquête maintenant, mais même ça, c'est très controversé. Mais aussi des communautés autochtones qui n'ont pas d'eau potable depuis des années de ça. Et j'ai entendu et beaucoup apprécié des appels à l'action des collègues du Québec, des collègues du francophonie dans le contexte minoritaire au Canada, et aussi des collègues internationaux de partout. Et j'apprécie énormément ces appels à l'action. Et j'ai lu récemment que certains peuples des communautés autochtones pensent qu'il faut attendre 200 ans avant que ça change. Et j'espère que ce n'est pas vrai, que le processus de réconciliation qu'on a commencé va progresser plus vite que 200 ans. Où ça nous laisse tout ça? Je voudrais dire que ces jours-ci, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur notre Canada, sur
sur des autres pays. Je voudrais souligner que je suis à nouveau fière d'être en travail social. Et en même temps, les discussions de ces jours-ci m'ont rappelé que notre profession est vulnérable et que nous sommes tous individuellement aussi vulnérables. Et j'entends parfois vulnérable utilisé comme une mauvaise chose et qu'on doit faire quelque chose. Mais moi, je tiens, et c'est peut-être mon français, pardonnez, mais c'est aussi la perspective de la croissance post-traumatique et le tenir le négatif et le positif en même temps. Je trouve que c'est très, très important de reconnaître notre vulnérabilité en même temps que notre pouvoir et de tenir les deux en équilibre si possible et de les reconnaître tous les deux. Et je voudrais soulever quelques citations. Les collègues Jean Zungrana et Roger Nuccia ont dit quelque chose qui m'a frappé tout de suite et j'ai écrit. La solidarité n'a jamais été figée. J'ai beaucoup apprécié ces mots. Et quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui, a dit que ce n'est pas solidarité singulier, c'est avec un S, c'est pluriel. Et je suis d'accord, mais je voudrais souligner que les solidarités existent, mais comme a dit Marc Mascalque, il faut s'assurer que si on reconnaît des solidarités au pluriel, que ce n'est pas un moyen de s'isoler de l'autre et d'isoler l'autre. Donc, pour terminer, je tiens... Ça, c'est la croissance post-traumatique. Je termine en remerciant les organisateurs de ce beau congrès et de l'invitation de partager un peu mes impressions avec vous. Je suis fière de faire partie d'une profession et un mouvement social qui veut nous pousser tous et toutes à atteindre notre plein potentiel pour nous et pour tout le monde. Et je voudrais laisser la dernière parole à David Goudreau, que j'ai beaucoup apprécié. Et si quelqu'un a filmé son slam qui était spécifique à l'EFRIS, je voudrais l'avoir. Nous travaillons ensemble pour mieux éclairer les lendemains. Merci. Merci. Très inspirant. Alors, j'inviterai maintenant un membre du conseil scientifique permanent de l'EFRIS et maître assistant à la Haute École Louvain en Hainaut et à la Haute École Namur-Liège-Luxembourg, M. Jean-François Gaspard. Chers collègues, il me revient donc, avec ma collègue, de faire état de ce que je retiens de ce congrès. Je voudrais tout d'abord préciser que si aujourd'hui, on vient de le préciser, je suis enseignant-chercheur responsable d'un centre de recherche, j'ai été avant cela formateur d'assistants sociaux et avant cela encore travailleur social, éducateur. Cette précision me permet de situer d'où je parle. Je vous propose donc une synthèse située au départ de ce que j'ai vu et entendu pendant ces 4 jours. Il s'agit d'un point de vue, je vous l'ai dit, situé, que j'ai tenté d'objectiver autant que faire se peut dans un laps de temps assez court. Je voudrais tout d'abord vous indiquer comment j'ai procédé. C'est sans doute une déformation professionnelle en tant qu'enseignant. Pendant ces 4 jours, j'ai fait de la participation observante flottante. J'étais présent dès les plénières du matin jusqu'aux derniers ateliers de fin de journée, en passant par un groupe de travail autant passionnant qu'animé. J'ai doublé ce dispositif par des entretiens informels avec certains d'entre vous que je côtoyais fréquemment ou d'autres que je croisais de temps en temps. À tous, je demandais au détour d'une tasse de café comment s'était passée leur journée, ce qu'ils avaient retenu, les enseignements qu'ils en tiraient. Je précise à l'inverse de ma collègue, que par prudence, je ne citerai ici personne en particulier,
Ça m'évitera d'être fâché avec tout le monde en général. Je voudrais tout d'abord commencer par 3 éléments qui, dans un premier temps, m'ont heurté, mais qui, à l'analyse, apportent de la connaissance et de la compréhension à ces 4 journées. Suivront ensuite quelques points nodaux de ce congrès, et enfin, je me permettrai de mettre en exergue 2 perspectives. 3 points de réserve donc, 3 critiques, même si parfois à l'EFRIS, le mot critique n'est pas très apprécié. Le premier a trait aux diverses formes d'ethnocentrisme et de nombrilisme nationaux auxquelles certaines communications ont donné lieu. Elles se sont traduites le plus souvent par une absence de contextualisation du propos et par l'utilisation d'acronymes sans en fournir les significations. Mais aujourd'hui, pour tout le monde ici, il n'y a plus aucun secret sur la différence entre un ASE suisse et un ASE français. Tout le monde sait ce que c'est un CPAS belge et tout le monde a appris ce qu'était un SIUS québécois. Le deuxième point de réserve porte sur différentes formes de condescendance qui ont traversé certaines communications. Elles ont exercé, tantôt envers les professionnels, tantôt envers les formateurs et plus rarement envers les chercheurs. Le troisième point porte sur les outils mobilisés pour comprendre et rendre compte des pratiques et des recherches. On a pu constater la prédominance de la place accordée au recueil des discours, des intentions, des modes de présentation, comme dirait Goffman, en méconnaissant parfois ce qui se fait, ce qui se vit, ce qui s'observe. Bref, une sorte d'auto-enfermement, ou de paresse intellectuelle, dans un monde parlé, souvent enchanté et pas assez vécu. Ces aspects, nous le savons, renvoient à nos socialisations nationales, académiques, professionnelles, ou pour le formuler autrement, à nos habitus. Nous savons tous combien il est difficile d'échapper au poids de cette socialisation, et nous savons aussi combien cet ethnocentrisme, ces formes de condescendance et cette lecture partielle des réalités vécues sont une porte d'entrée aux préjugés, aux prénotions, freinent les échanges possibles et la circulation internationale des pratiques et des idées qu'un tel congrès permet. Cependant, les 3 éléments que je viens de citer ne sont pas restés sans effet. Ils ont bien souvent pu être l'occasion de contre-feux. Pour le dire autrement, plus simplement, ça a parfois frotté dans les ateliers et les débats, les controverses se sont installées, preuve du dynamisme et de la vitalité de l'EFRIS. J'en viens maintenant aux points nodaux de ce congrès. Ces points sont nodaux car ils ont non seulement été centraux, mais aussi parce qu'ils constituent des clés de lecture et de compréhension, des outils, voire des armes, si l'on considère, et c'est assez largement partagé dans cette assemblée, que le travail social, à l'instar de la sociologie, est un sport de combat, comme le proposait Pierre Bourdieu. Ces outils, ces clés de lecture, ont permis de comprendre les solidarités, mais aussi plus largement les thématiques et les problématiques qui nous rassemblent. Avant de les développer, je voudrais souligner ici un point important, très largement partagé parmi nous. Il est lié à l'organisation de ce congrès. Il s'agit de l'articulation très enrichissante entre conférences en plénière et ateliers. Un vrai dialogue s'est souvent installé entre ce qui se disait en plénière et ce qui était débattu en atelier. J'en viens donc à ces points nodaux qui permettent de comprendre les solidarités. Le premier point concerne la mise en évidence des échelles, comme diraient les politistes, spatiales, territoriales, institutionnelles, organisationnelles des solidarités. Elles constituent non seulement un outil de compréhension, mais aussi des leviers pour les interventions sociales, les pratiques formatives et de recherche. Le deuxième a trait à l'importance d'ancrer la pensée, les interventions, l'action sociale dans une perspective historique, d'inscrire notre travail de chercheurs, de formateurs, de professionnels dans une histoire longue. Il paraît ainsi essentiel de faire la sociogénèse de nos pratiques, de nos objets de recherche. De surcroît, le travail collectif, comme celui qui est au principe de ce colloque, permet de se prémunir de l'illusion biographique dénoncée par Pierre Bourdieu, d'être lucide, de tendre à l'objectivité sur ce que sont et font les travailleurs sociaux, sur ce que nous sommes et ce que nous faisons, sur ce que sont les solidarités, comment elles sont présentées, comment elles s'inscrivent dans les pratiques. J'en arrive au troisième point, qui concerne la mise en évidence des multiples formes de solidarité, leur caractère pluriel
et polysémique souvent soulignés. Certes, il y a eu un rappel des formes anciennes de solidarité, parfois teintées de nostalgie, de passéisme, mais aussi la mise en lumière de formes renouvelées de solidarité, au travers de la présentation de questions, de recherches, de pratiques et d'actions novatrices qui les recomposent, voire les métamorphosent. À ce propos, je voudrais prendre appui sur une idée qui est développée depuis un temps dans la littérature anglo-saxonne, en sciences politiques, et qui a été relayée ensuite dans le monde francophone dans des travaux autour de l'innovation sociale. Il s'agit de ce qu'on appelle la dépendance au sentier, c'est-à-dire très simplement de la dépendance que nous avons chacun au mode passé, au mode ancien de faire et de penser, des modes qui tendraient à se reproduire. Pour le dire plus simplement, quand on est sur un sentier, on a tendance à rester sur le sentier et à ne pas s'en écarter. Dans de nombreux ateliers, que ce soit dans la présentation d'actions ou dans des recherches sur des pratiques, ont été mises en évidence des stratégies de rupture réflexive, pratique, professionnelle, pour sortir de ces anciens sentiers, pour sortir de ces manières convenues de penser et d'agir, pour s'extirper de l'impact contraignant et incapacitant des sentiers historiques. Ces présentations ont très souvent, pas toujours cependant, pris en compte un élément essentiel de ces stratégies, les conditions de possibilités sociales, pratiques, matérielles, politiques et symboliques de sortie de ces sentiers. Pour poursuivre cette métaphore de la dépendance au sentier, on pourrait dire très prosaïquement que pour sortir d'un sentier, d'une voie tracée, il faut des conditions, il faut des moyens qui, on l'a très souvent souligné, ne dépendent pas uniquement de la capacité individuelle, de la volonté des acteurs, qu'ils soient usagers, professionnels, politiques ou chercheurs. Cela dépend des moyens dont on dispose, des ressources que l'on a, des supports, comme dirait Castel, des capitaux, comme dirait Bourdieu. Ainsi, par exemple, on peut sur un sentier se permettre de marcher en sandales, mais même si les sandales sont chouettes, sont belles, on avancera peu et mal hors du sentier. Nous savons tous cela concernant les usagers. S'ils ne disposent pas de support, de propriété sociale, on ne va rester avec eux que dans l'incantation à la responsabilisation individuelle, qui risque à tout moment de tourner au jugement, à la condamnation morale. Qu'en est-il donc aussi pour nous, chercheurs, formateurs, travailleurs sociaux, de nos conditions de possibilité, de réflexion et d'action sur les solidarités ? S'interroger sur les conditions de possibilité dans nos pratiques d'intervention sociale, dans nos pratiques de formateurs, dans nos pratiques de recherche, s'avère indispensable afin de ne pas oublier de prendre en compte les inégalités sociales, politiques, citoyennes, symboliques présentes au cœur des problématiques sociales. Beaucoup de communicants en atelier et en plénière l'ont souligné. J'en termine avec les perspectives. Les solidarités, on l'a très souvent souligné, ont partie liée avec les processus de connaissance et de reconnaissance. Il s'agit donc de continuer à travailler à la connaissance et à la reconnaissance croisée entre professionnels, formateurs, usagers. À ce titre, les diverses communications autour de recherche collaborative, de recherche-action, etc., ont été un lieu riche d'échanges et de production de savoir. Il convient, je pense, de poursuivre ces chantiers. L'objectif n'est pas tant la protection des intérêts particuliers des uns et des autres, mais la compréhension de ce que sont ces solidarités et des rôles que nous y jouons. Que connaît-on aujourd'hui de la Grèce antique ? On connaît bien le mode de vie des Athéniens, leur organisation sociale, politique, les premiers pas vers la démocratie, l'intelligence de leurs arts, leur mode symbolique et religieux d'organisation du monde, etc. Pourtant, la Grèce était depuis Homère, en passant par Périclès jusqu'au début de la domination romaine, composée de multiples cités-États. Mais ces cités, à l'exception d'Athènes, n'ont laissé presque aucun écrit. Tous les écrits majeurs ont été produits dans la cité d'Athènes. L'histoire de la Grèce antique, c'est l'histoire écrite à partir d'Athènes. Qui que nous soyons, formateurs, professionnels, chercheurs, usagers, il paraît essentiel de communiquer sur ce que nous faisons. Réfléchissons, cherchons. Il s'agit dès lors de saisir les opportunités qui nous sont données, comme ce congrès, et de donner des opportunités d'écrire, de communiquer, de faire des films. Si l'on ne produit pas,
nous serons produits. Nous serons produits par d'autres, pas toujours avec bienveillance, pas toujours forcément avec sollicitude. Faisons connaître les enjeux sociaux qui nous animent, notamment au travers de ce type de congrès qui permet ce travail de compréhension, de connaissance, de reconnaissance. C'est un des objectifs de l'EFRIS, sans nul doute atteint pendant ces 4 jours. Je vous remercie.